Adèle Van Dreth, qu'est-ce que ça veut dire « j'ai un problème avec la vie ordinaire » ? Parce que la vie ordinaire, vous la déclinez sous de multiples aspects. La banalité, c'est pas vraiment ça. Le quotidien, c'est pas vraiment ça. Il y a presque quelque chose de métaphysique dans cette affirmation. C'est-à-dire, on a l'impression d'entendre « j'ai un problème avec la contingence, avec le fait d'exister ». C'est pas un peu vrai ? C'est exactement ça. Le problème qui est lié à la vie ordinaire ou à l'ordinaire isolé même du terme de vie est de l'ordre d'un problème, alors métaphysique peut-être, en tout cas d'un problème de relation avec le réel, avec ce qui est. C'est pas simplement un problème auquel on peut trouver une solution. C'est un problème qui est sans doute insoluble et qui justifie l'enquête au cœur de l'ordinaire. Parce que dire que j'ai un problème avec l'ordinaire, ça veut dire l'ordinaire n'est pas ce que vous croyez, ce que l'on croit, ce que je croyais. C'est-à-dire, exactement comme vous venez de le dire, l'ordinaire n'est pas le banal, l'ordinaire n'est pas vraiment ce qu'on a devant les yeux, ce qu'on croit trop connaître. Au contraire, au fond, il y a une manière d'aborder l'ordinaire qui le fait découvrir comme étant problématique, c'est-à-dire comme n'allant pas de soi, et qui invite, qui interpelle la philosophe que je suis à s'engouffrer dedans pour voir de quoi ce problème est fait en réalité. Oui, mais j'ai l'impression que avant d'entrer en philosophie, comme on dit, c'est-à-dire pour vous, vous êtes passé par les États-Unis, mais ça aurait pu être autre chose. Vous avez comme professeur Davidson, des gens qui vous initient à Thoreau, à Stanley Cavell, etc. Disons, imaginons Adèle Van Dreth avant ses études de philosophie. Est-ce qu'elle avait déjà un problème avec l'ordinaire ? Oui, mais elle ne le nommait pas. J'adore parler de moi à la troisième personne, parce que finalement, quand on réfléchit à ce qu'on était il y a bien longtemps, on est presque une autre personne, c'est vrai. En tout cas, la petite fille que j'étais avant qu'elle ne découvre la philosophie et même le champ intellectuel en général, avait ces espèces de moments absolument inattendus où quelque chose qui jusque-là paraissait inoffensif et comme allant de soi, même chargé d'une certaine douceur, pouvait devenir soudain un problème, mais un problème violent. Et je tiens à ce terme qui paraît disproportionné, mais qui est vraiment l'effet que ça me fait encore aujourd'hui. Une violence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de radical qui rompt complètement avec la banalité apparente ou le caractère anodin de la scène qui est en train d'être vécue. Et ça, oui, c'est vrai. Aussi loin que je me souvienne, j'ai eu ces moments-là. Je pense qu'avant, j'avais pas les mots pour le nommer. Mais peut-être que mon goût pour la réflexion et pour la philosophie vient de là, de ce sentiment d'être en décalage avec ce qui est et cette envie de vouloir combler le décalage que je sens à ce moment-là, cette espèce d'interstice entre le monde et moi, qui me pose problème déjà, qui me définit, je crois, et peut-être la réflexion est-elle un effort pour combler ce trou-là. Alors, la vie ordinaire, c'est violent. On pense évidemment au requentin de la nausée, mais on ne va quand même pas dire qu'Adèle Van Dreth a la nausée tous les jours, à chaque fois que l'ordinaire se révèle dans sa violence. Alors, je dis nausée parce que tout à l'heure, j'ai parlé de contingence. Est-ce que vous diriez que l'ordinaire, c'est quand même le fait d'une intranquillité née de l'incontournable contingence, c'est-à-dire, finalement, je ne peux pas faire autre chose que d'être au monde. Oui, c'est très juste. Et je rebondis sur le premier point que vous avancez. En effet, l'ordinaire ne me donne pas toujours la nausée. C'est même très rare les moments où ça arrive. Et au fond, ce qui m'intéresse dans la question, le problème de l'ordinaire, c'est quand il est pris comme un problème. L'ordinaire comme allant de soi, l'ordinaire comme étant le lieu d'une grande douceur. Je le connais, je le chéris, et je vis en paix avec lui, et il me donne pas du tout envie d'écrire. En revanche, l'ordinaire tel qu'il apparaît parfois, comme des tentacules qui s'emparent de mon corps et semblent m'étouffer au point de me rendre une autre planète plus enviable que le monde dans lequel je vis, ça oui, là il m'interpelle et celui-là me fait écrire. Quant aux raisons de l'intranquillité, est-ce que l'intranquillité qui émane, enfin qui est l'effet que produit sur moi la vie ordinaire sans doute, en tout cas l'intranquillité est constitutive de ma personne, est-ce que la cause est la contingence de l'existence et le fait que nous n'avons pas d'autre choix que d'être en vie ? Je crois que c'est vrai. En fait, il y a une ambivalence. Il y a d'un côté la certitude que les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles sont, l'insolence du réel, qui vraiment se passe très bien de moi et de quiconque,
mais qui est là, et qui parfois semble me narguer dans sa constance, dans sa permanence, dans son caractère aussi ordinaire. Et de l'autre, la certitude tout aussi évidente et absolue que je vais mourir, c'est-à-dire de ma propre finitude, que moi je ne vais pas durer, à la différence du printemps qui renaît chaque année, à la différence de ces petits bruits, de ces objets qui parfois me narguent aussi parce qu'eux, ils n'ont pas de cœur qui bat, donc eux, ils ne sont pas dans ce rapport-là à la temporalité. Si bien que la vie ordinaire se situe au croisement des deux, et que, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, en tout cas de ces deux angles-là, la durée qu'on ne peut pas retenir et la permanence des choses qu'il y a devant nous, dans les deux cas, c'est un problème. Donc, vous voyez, ça donne vraiment du grain à moudre quand ces problèmes-là de la temporalité et de la contingence sont obsédants à ce point. Alors, d'où, évidemment, ce désir de pouvoir et de vouloir faire quelque chose de l'ordinaire. Vous avez employé un instant l'expression « insolence du réel ». Vous diriez aussi, au sens de Clément Rosset, « idiotie du réel ». Oui, sans doute, si on définit l'idiotie comme étant le caractère absolument simple de ce qui est tellement simple qu'effectivement, finalement, c'est idiot, c'est-à-dire qu'on peut même pas dire autre chose que ce qui est. C'est presque bêta, voilà, pour prendre un autre synonyme. Alors oui, c'est vrai que le terme appartient vraiment à Clément Rosset et que moi, je l'emploie peu, mais c'est proche de ce que je décris. Il y a cette dimension de singularité à laquelle tient beaucoup Clément Rosset qui, moi, me parle, et la singularité comme étant les modalités d'apparition du réel pour chaque être, au fond. C'est-à-dire que mon ordinaire, si je peux le dire ainsi, l'ordinaire étant ce rapport au monde, la façon que j'ai de vivre le réel dans les moments ordinaires, n'appartient qu'à moi, est absolument singulier, et pourtant, je postule une universalité. Je fais le pari que ce que je décris, eh bien, va avoir un écho chez d'autres personnes. C'est pas un scoop, c'est souvent quand on est le plus intime qu'on est le plus universel, au fond. Et d'où la nécessité, et c'est assez problématique aussi en philosophie de dire « je », de parler en mon nom et de partir de mes expériences, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs. Il y a d'une part, parmi les choses que vous nommez, ça peut être le bruit de la cuillère, ça peut être la machine à laver, et ça peut être aussi, au sens de Nathalie Sarraute, disons, le blabla. Lacan disait le blabla ou le tropisme, c'est-à-dire les conversations emmerdantes, les trucs qui reviennent tout le temps, au petit déjeuner, j'en sais rien, passe-moi les cornflakes, etc. Donc il y a le blabla. Alors ça, c'est le côté un peu fade, disons, et puis celui que je disais à l'instant, le côté un peu burlesque, j'allais dire, de l'ordinaire. Et ça, c'est amusant comment vous arrivez à enchevêtrer les deux. Alors, le côté burlesque, on sent que voilà, vous aimez l'escalade, il vous faut une expérience renouvelée et si possible, qui provoque le sentiment de l'obstacle, etc., etc. Donc, évidemment, tout le contraire de la routine. Et vous vous battez avec ça, avec ces deux... Ça, c'est vrai. Ça, il y a vraiment un combat derrière. Je parlais d'enquête tout à l'heure, d'enquête à mener au cœur de l'ordinaire vécu comme un problème, mais c'est autant une enquête qu'un combat. Et un combat parfois à main nue déjà et parfois sanglant. Ça, c'est vrai. Il y a la volonté d'en découdre avec le langage, ce qui est très étrange quand même, parce que tout ça est aussi peut-être une affaire de langage, où le soin mis à essayer de distinguer l'ordinaire du quotidien, l'ordinaire du banal, et cette narratrice dont je force le trait un peu obsessionnel, elle veut à tout prix écrire un essai sur l'ordinaire et elle veut en faire un concept et ça ne marche pas et ça la désespère. Et finalement, les choses s'améliorent un peu à partir du moment où elle lâche cet aspect-là. C'est-à-dire que tant pis si le livre n'est pas un essai et tant pis si l'ordinaire n'est pas un concept. L'important n'est-il pas de mettre les mots pour nommer le problème qu'il y a? Et c'est le moment où finalement le livre que vous avez entre les mains peut s'écrire. Quant à l'enchevêtrement de l'ordinaire dans ce qu'il a d'agaçant et dans ce qu'il a de burlesque, c'est vrai, et je pense même qu'il y a d'autres dimensions encore. Oui. Ces deux dimensions m'intéressent particulièrement, et surtout, dans le livre, il y a une évolution. C'est-à-dire que les petites phrases qu'on dit sans qu'on les pense, dans le creux de l'après-midi, l'air de rien, hein, est-ce que tu veux une tasse de thé, ou le comment vas-tu, ou est-ce que tu veux faire un jeu, des choses qu'on entend et qui m'horripilent, finalement, ces mêmes phrases deviennent presque douces et nécessaires et désirées par la narratrice quand, vers la fin du texte, la vie ordinaire change elle-même et quand il y a la proximité, cette fois-ci, non pas d'un événement heureux, puisque la narratrice est enceinte, mais la perspective de la mort d'un père, puisque le père est malade. Et au fond, l'écriture change parce que l'échange qui est fait d'un langage tout aussi ordinaire
devient très précieux parce que c'est tout ce qu'il reste. Et les raisons pour lesquelles ce langage ordinaire avant l'insupportait sont les mêmes qui lui font chérir ce langage-là. Vous montrez très bien ça à la fin du livre, effectivement. Et j'aimais montrer qu'il y a une évolution, en fait, parce qu'à aucun moment, et ça, je crois que le livre est vraiment fait de ça, je ne voulais figer les choses. Au contraire, je crois vraiment que ce qui m'intéresse, c'est la transformation. Oui. On est vraiment des êtres en devenir, et je voulais que cette narratrice elle-même suive une trajectoire. Je ne sais pas où elle mène, je ne sais pas si elle est meilleure ou moins bien avant, ce n'est pas la question, il n'y a pas du tout de dimension morale, mais il se passe quelque chose et on en sort transformé. Elle en sort transformée. Alors là, c'est ce qui vous reste aussi, ce qui vous a été légué peut-être, directement ou indirectement, de la philosophie américaine, d'Emerson, de la confiance en soi, une transformation de soi qui aboutit aussi, peu ou prou, à une transformation du monde qui vous entoure. Je voudrais revenir sur un point, c'est... ça me fait penser au commentaire de Deleuze sur Derzu Uzala, quand il dit dans le film de Kurosawa, Derzu Uzala, c'est l'animal aux aguets. J'ai l'impression qu'Adèle Van Dreth, alors vous n'êtes pas un animal évidemment, mais vous êtes une jeune femme, peu aussi, oui. Une jeune femme aux aguets. Il y a en dehors, disons justement des pages que vous venez d'évoquer de cette rencontre à votre père, vous êtes sur un qui-vive permanent, non ? C'est possible, en tout cas, et c'est là où j'ai besoin de la distinction entre la narratrice et moi. Non pas que la narratrice ne me ressemble pas, parce que vraiment c'est mon histoire que je raconte, mais en revanche, la personne qui dit « je » dans ce livre, j'ai vraiment forcé les traits, justement, de manière à en faire une narratrice, justement, peut-être encore plus aux aguets que je ne le suis moi. J'ai voulu condenser ça, j'ai voulu faire J'ai voulu en fait que la personne qui parle, on ait envie de la suivre et qu'on la comprenne dans ce qu'elle raconte, quand bien même on n'aurait pas vécu les mêmes expériences. Donc c'est comme un personnage, il y a des traits que j'intensifie et d'autres que je gomme pour qu'elle apparaisse la plus entière possible. Ceci étant dit, l'expression d'être aux aguets, je crois que je l'accepte volontiers. Je me l'étais jamais dit comme ça, pour tout vous dire. Si aux aguets signifie, dans une espèce d'observation permanente et avec le souci de ne pas laisser s'échapper l'occasion, quelle qu'elle soit. Alors oui, je trouve que l'expression est bien trouvée. Ouais. Je crois que tous les personnages, tous les philosophes que je fais vivre dans ce livre, déjà j'essaye de les incarner, ce sont des personnages. Pour ça, c'est rare. Je cite pas un philosophe comme ça en passant, et au contraire, je le rencontre, où il a un corps, et j'ai une anecdote à raconter, pas pour le goût de l'anecdote, mais parce que ça l'incarne dans un corps et dans un lieu. Et je crois que finalement, j'ai voulu que tous ces philosophes-là soient vivants, presque pour les saluer. Mais au sens de leur dire... non pas, peut-être pas adieu, mais cette période-là de ma vie est terminée. Ce n'est plus ce que j'attends de la philosophie. Comme si le livre était aussi l'expression d'une envie d'être plus fidèle à ce que je suis, c'est-à-dire de me défaire du filtre, malgré tout, que la philosophie, que les philosophes que j'avais lus, que les livres que j'ai lus, déposaient entre le monde et moi. Et comme je suis visiblement, et là aussi je l'ai découvert en l'écrivant, assez obsédée par le fait d'être de plein pied dans l'existence et que je ne supporte pas la moindre médiation et que je veux jouir autant que je peux et être en phase avec tout ce qui est, bah forcément, la réflexion, le travail, la lecture, les pensées d'autres que moi peuvent un temps éloigner de ce rapport au monde. Et ce livre, en ce sens, raconte exactement cette trajectoire qui consiste à me délester de ce qui était à la fois des aides, mais qui ont pu devenir des poids parce qu'ils m'empêchaient d'écrire ce que moi je voulais écrire. Et au fond, cette mise à nu, si on dit qu'on enlève le manteau, bah, ça dépend ce qu'il y a en dessous, mais on est quand même plus vulnérable, sans manteau qu'avec un manteau. Elle m'a moi-même surprise, mais là aussi je l'ai comprise après coup, et je pense qu'elle était absolument nécessaire pour que ce livre-là voit le jour. Et donc c'était très surprenant, au fond. La vie ordinaire en elle-même ne me pose aucun problème. Elle devient problématique. Et elle devient surtout l'expression de ce que j'appelle une vie de focus, c'est-à-dire d'une immense mauvaise foi, quand elle devient un but en soi. Au fond, la vie ordinaire, de toute façon, on ne peut pas s'en défaire. Elle nous accompagne où qu'on soit, quelle que soit la vie qu'on mène, quel que soit le compagnon ou la compagne que l'on choisit, la ville où on vit, etc. En revanche, une chose est de dire que la vie ordinaire est absolument inévitable, une autre est de dire que c'est le but ultime de la vie. On en a tous fait l'expérience pendant le confinement, au fond. Pourquoi était-il si difficile de rester à la maison, de rester entre ces quatre murs ? Il y a des gens pour qui la vie à la maison était objectivement un cauchemar. D'autres pour qui la vie était plutôt agréable et qui pourtant ont quand même eu du mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devient
un problème et qui peut devenir insupportable quand il n'y a pas d'autre horizon, quand on ne peut pas lever la tête. Faire du quotidien une fête, c'est génial quand ça dure un petit peu de temps, quand c'est une semaine, quand c'est le temps des vacances, quand c'est un dimanche, etc. Mais quand c'est une succession de jours où on essaie de célébrer chaque moment, où on fait à manger, chaque quiche qu'on sort du four, chaque nouveau savon acheté, chaque forme du peigne, je crois que je ne suis pas la seule que ça va insupporter. Au fond, ce qui m'ennuie et ce que je voudrais créer comme effet sur le lecteur, et je comprends que ça le secoue, et je comprends que ça puisse le gêner, voire même le choquer, c'est de dire, mais sommes-nous ici, vivons-nous pour avoir un quotidien bien ordonné? N'y a-t-il pas d'autre chose à faire ici-bas que se soucier des horaires, de la liste des courses, de la serpillière à passer, et du nombre d'heures qu'on dort chaque nuit? Au fond, est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui vous tient? Est-ce qu'il n'y a rien d'autre au fond de vous, quelque chose qui vous titille, qui est beaucoup moins agréable, mais qu'on essaye de recouvrir en ayant un quotidien bien organisé? Et moi, c'est ça que je veux voir. C'est ça, je vais essayer d'enlever alors le manteau de la philosophie, mais aussi les couches de déni et le cadre, le carcan créé par le quotidien pour voir l'ordinaire qui est beaucoup plus vaseux et qui est beaucoup plus trouble. Et pourquoi m'intéresse-t-il? Parce que je crois que c'est celui-là qui nous met aux aguets, justement, qui nous fait avancer, et qui nous fait écrire, et qui nous fait créer, et qui nous fait faire quelque chose de cette vie que nous avons, et dont nous oublions trop souvent le caractère, contingent, c'est-à-dire il n'y a pas un sens défini, a priori. Il y a ceux qui croient en Dieu ou en quelque chose qui les fait avancer, qui les fait tenir. C'est pas mon cas. J'ai absolument aucune transcendance, aucun mysticisme, aucune spiritualité, je crois en moi. Je suis profondément ancrée ici-bas et j'adore ça. Reste que c'est pesant parfois de se dire, mais je suis née, en plus je vais mourir, enfin je suis née, je ne l'ai pas demandé, la mort m'attend un jour ou l'autre, ceux que j'aime vont mourir aussi. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Tantôt merveilleux, tantôt insupportable. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est vraiment l'effet que je souhaite produire dans ma propre vie. Enfin, c'est comme ça que je vis et sans doute l'effet que je voulais produire sur le lecteur. Donc je comprends et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais je peux comprendre que ce soit... qu'on n'ait pas envie du tout d'y aller. Parce que je me permets aussi d'ajouter que il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. C'est-à-dire que je n'ai rien contre les personnes qui se trouvent absolument satisfaites de leur vie quotidienne. Au contraire. Et j'irais même jusqu'à dire que dans les moments de grande douleur, dans les moments où la vie est vraiment vache, le cadre du quotidien qui me pèse peut vraiment être le lieu d'un grand réconfort, d'une stabilité à laquelle on s'accroche. On se dit, ah mais heureusement qu'il y a ces choses-là qui me font tenir bon, parce que sinon je ne saurais pas à quoi me raccrocher. Et donc ça, c'est très présent. Le caractère problématique et pesant du quotidien et de l'ordinaire arrive dans certaines situations de la vie qui demandent, c'est vrai, une disposition d'esprit ou peut-être une dissolution temporaire de certains problèmes pour pouvoir l'apprécier pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la trouver aussi insupportable. Je pense qu'il y a un parti pris dans ce livre. La raison pour laquelle le corps est aussi présent, c'est aussi pour moi une manière de me positionner par rapport à l'existence, à la pratique de la philosophie, dont je ne cesse d'appeler de mes vœux qu'elle soit davantage incarnée, qu'on arrête de distinguer le monde des idées éthérées d'un côté et le monde du corps pourrissant ou joyeux de l'autre. Et je ne conçois pas l'un sans l'autre. Je crois vraiment qu'on ne pratique la philosophie, mais que comme toute activité intellectuelle ou œuvre de l'esprit, qu'avec le corps. Et que même tourner le dos au corps, si j'ose dire, si la pensée tourne le dos au corps, je ne sais pas ce que ça donne comme image, c'est vraiment se priver d'une partie de la réalité. Et ça rend le travail de la pensée insatisfaisant et incomplet. Et donc j'ai particulièrement insisté sur cet ancrage corporel pour être cohérente avec la position que j'appelle de mes vœux. Non pas que je l'exprime comme une thèse, parce que je ne crois pas qu'il y ait vraiment de thèse dans le livre, il y a beaucoup de questionnements, mais en revanche, je voulais que ce soit présent dans l'écriture elle-même, qu'on sente que le livre a été écrit aussi avec le corps. Dernière question, et pour terminer cette fois-ci sur l'ordinaire, est-ce qu'il y a un rapport entre la vie ordinaire et l'escalade, puisque à un moment vous êtes confronté au rocher, au roc, et cet obstacle vous saisit d'une plénitude. Enfin... Tout à fait. Précisément parce que ce n'est pas un obstacle, je crois, pour moi. Le rocher, c'est le minéral. Et j'ai un rapport très, très sensoriel au minéral. C'est vrai, je suis fascinée qu'on puisse toucher avec ses propres mains et son propre corps, parce que grimper, c'est une sorte de corps à corps. Quelque chose qui est là depuis des millénaires et qui restera encore pendant des millénaires si la planète existe encore dans des milliers d'années. Alors que moi, je suis là pour quelques décennies. C'est une expérience que je trouve assez dingue et qui me plaît par le toucher, etc. Et effectivement, c'est une ascension
est-ce qu'il y a un lien avec l'ordinaire? Est-ce que c'est une manière de mimer le combat, peut-être, puisque je me présente comme une battante, donc peut-être que c'est des mini-combats parfois je réussis et parfois pas. Moi, je crois que c'est surtout une manière de... Alors, j'ai dit que j'étais pas mystique, mais ça, je reconnais que ça fait un peu mystique de fusionner avec le monde. C'est vraiment des moments où là, c'est Camus qui parle en moi, c'est celui dont je serais le plus proche à ces moments-là, de se dire, mais il y a ces moments où soudain, le monde bascule, où je bascule dans le monde, et cet écart dont je parlais, cet interstice qui m'éloigne toujours du réel, disparaît, et pour le meilleur. C'est pas les moments où l'ordinaire me donne la nausée, c'est le moment où j'y suis, de plein pied, j'en fais partie, et c'est vraiment de l'amour qui m'emplit à ce moment-là, de l'amour très matériel, encore une fois, mais très... c'est un flux, au fond. C'est quelque chose qui m'unit au monde. C'est la rencontre avec l'immémorial? Est-ce que c'est ça? Alors là, je crois que je suis plus matérialiste, c'est vrai. C'est la rencontre. Non, pour moi, c'est une expérience d'odeur, de toucher, c'est très, très animal, je crois. Je crois que là, c'est peut-être je deviens une espèce de panthère qui, du haut de son rocher, pour une fois et pour quelques secondes, et elle sait que ça va pas beaucoup se reproduire dans sa vie, se sent absolument au bon endroit.